Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Carla. Carla, peux-tu te présenter ? Bonjour Laurent, alors comme tu l'as dit, je suis Carla et je suis dirigeante de mon organisme de formation qui s'appelle Parlons Carrière. On est situé dans le sud de la France et on délivre des actions de formation autour du recrutement et de la gestion des ressources humaines et aussi et surtout des bilans de compétences. Ah ok. Et alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui précisément ? Et bien justement, du bilan de compétences. J'aimerais apporter un peu ma vision sur ce dispositif. Ah bah écoute, je suis et nous sommes tout oui. Merci. Alors moi, ce qui me tenait à cœur à propos du bilan de compétences, c'est que c'est un sujet qui est assez, on peut dire un peu controversé, pas mal sujet à des rumeurs et souvent un peu dans les deux extrêmes. Donc il y a un petit peu deux écoles autour du bilan de compétences. Alors il y en a une troisième, c'est les partisans, mais eux ils dérangent pas, donc je vais pas l'aborder aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est plus intéressant d'aller se pencher donc sur ceux, les premiers, on va dire les gentils qui ont en général fait un bilan de compétences qui leur a énormément apporté, ou alors qui connaissent quelqu'un qui ont fait un bilan de compétences et qui ont pu par la suite observer une transformation incroyable. Donc on a cette catégorie-là qui est un fervent défenseur du bilan de compétences et qui nous présente cet outil comme quelque chose de un petit peu magique, comment dire, un petit peu la solution à tous vos problèmes professionnels. Et tu pourrais nous faire une petite intro pour nous dire un peu ce que c'est le bilan de compétences concrètement, qu'on se pose bien sur la même chose ? Oui, bien sûr. Alors, le bilan de compétences, c'est un dispositif qui est considéré relevé des actions de formation. La seule différence, c'est que en réalité, on n'est pas sur une formation parce que il n'y a pas de certification à la clé. On n'est pas censé acquérir de nouvelles compétences durant le bilan de compétences, mais plutôt faire un point sur notre carrière, donc retracer tout le parcours professionnel et du coup mieux envisager l'avenir. Donc il se découpe en trois parties. Une étape qu'on appelle préliminaire, qui est vraiment la définition de l'objectif, l'engagement, et au milieu une partie donc la plus longue qui va être la phase d'investigation. On va retracer le parcours professionnel, on va investiguer sa personnalité, on va investiguer ses aspirations, et la troisième phase qui est une phase de conclusion dans laquelle on va mettre au point un plan d'action pour la suite. D'accord. Et une fois qu'on a fait ça, ça nous sert à quoi concrètement, un bilan de compétences ? Alors, l'objectif du bilan de compétences, déjà, c'est d'être conscient en fait de ses forces et de ses axes d'amélioration, et en fait, tout simplement de redonner du sens à sa carrière. Donc, ça peut être une reconversion totale, un changement à 360 degrés. Ça peut être une envie de mobilité, de promotion interne, ou tout simplement de changer d'entreprise, ou de passer sur un métier qui va ressembler au métier précédent, mais pour lequel on exprime une lassitude. Le but, c'est vraiment de se mettre un peu dans la bonne case, on va dire, même si j'aime pas mettre les gens dans les cases. Mais l'objectif du bilan de compétences, c'est vraiment de trouver la case qui nous convient sur le moment, de voir comment on peut retrouver du sens et de l'épanouissement au travail. Il y a un profil type des gens qui font des bilans de compétences ? Absolument pas. C'est ce qui fait aussi que j'apprécie beaucoup ce travail d'accompagnement, c'est que il y a vraiment tous les profils, toutes les tranches d'âge. J'ai même des jeunes qui viennent en sortie d'études, qui ont à peine 1 ou 2 ans d'expérience professionnelle post-diplôme.
Et puis des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, qui sont experts. Il y a tous les profils, ouvriers, employés, cadres, ingénieurs. Le bilan de compétences, c'est ouvert à vraiment tous. Il n'y a pas d'exigence à l'entrée, pas de diplôme requis, pas d'expérience requise. Ça pourrait être, tu sais, sans objectif, quelque chose qu'on peut décider de faire comme ça. Je pourrais faire un bilan de compétences, moi, maintenant, si je le décidais. Alors, pour moi, ça n'aurait pas de sens parce que dès le début du bilan de compétences, on choisit un objectif et on s'engage réciproquement, que ce soit moi la consultante ou la personne, le bénéficiaire du bilan de compétences, on s'engage à travailler vers cet objectif. Donc, s'il n'y a pas d'objectif, ça va être compliqué Ouais. d'avancer. On pourrait éventuellement, pour quelqu'un qui n'a pas d'objectif, on pourrait éventuellement utiliser certains outils du bilan de compétences qui pourraient aider une personne peut-être à chasser son syndrome de l'imposteur, à prendre confiance en elle. Oui, mais un bilan de compétences entier, ça n'aurait pas de pertinence. Ouais, en vérité, je peux pas savoir si je sais pas vers où je vais, je peux pas l'utiliser à bon escient, quoi. Exactement. Il y a forcément un but derrière. Parfois, ce but n'est pas précis. Ce but peut être, par exemple, je ressens un mal-être au travail. J'aimerais voir comment faire pour ne plus ressentir ce mal-être. Et puis après, ça peut déboucher sur une reconversion, ça peut déboucher sur une demande de promotion interne, ça peut déboucher sur un changement d'entreprise, sur une demande de mutation. Ça peut être, voilà, il y a autant de solutions que de bénéficiaires. Est-ce que mon employeur pourrait me dire, écoute, Laurent, tu postules là pour un poste différent dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise peut, entre guillemets, me dire de faire un bilan de compétences? Oui, tout à fait. J'ai déjà eu des clients donc qui étaient envoyés par leur entreprise. Alors, je tiens à rassurer les auditeurs, c'est pas parce que votre employeur vous envoie en bilan de compétences qu'il a prévu de vous virer. J'ai même envie de vous dire au contraire, parce que j'ai souvent cette crainte-là. Les gens me disent, oulala, ça sent pas bon, le patron veut m'envoyer en bilan de compétences. Alors non, il veut pas vous licencier, sinon il prendrait pas la peine de financer ce dispositif. Au contraire, si votre employeur vous envoie en bilan de compétences, c'est tout simplement qu'il a envie d'être sûr que vos compétences, vos aspirations sont en accord avec le futur poste. Donc oui, ça arrive quand un employeur vous le propose, vous n'êtes pas tenu de l'accepter parce que le bilan de compétences ne peut pas se faire sans l'accord du bénéficiaire, évidemment. Comme je le disais, c'est un travail d'engagement. Et voilà, vous n'êtes pas tenu d'accepter, mais c'est tout à fait possible. Et concrètement, une fois que j'ai fait mon bilan de compétences, en vérité, si c'est un outil qui est efficace, il va en savoir plein des choses sur moi. J'ai le droit de pas lui montrer? Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, quand vous finissez votre bilan de compétences, vous repartez avec une synthèse détaillée, donc qui reprend les grandes lignes de ce parcours, et également ce qu'on appelle le plan d'action. Donc en gros, la suite. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini le bilan de compétences? Où est-ce qu'on va? Donc ce document-là qui s'appelle synthèse, moi en tant que consultante, je n'ai pas le droit de le remettre à quelqu'un d'autre que le bénéficiaire. Après, libre au bénéficiaire de le transmettre à son patron, à son conjoint, à qui il veut. Mais moi, je suis tenue à un devoir de confidentialité. D'accord, mais si par exemple, imagine, je t'ai envoyé un salarié, mais il veut pas me montrer sa synthèse, mais est-ce que toi, tu peux me dire, si je te dis, bon, est-ce que d'après vous, cette personne, pour tel poste, il est opérationnel ou il a des prédispositions, tu peux dire ça ou pas? En réalité, non. Non, alors, la synthèse doit rester confidentielle. Maintenant, si on parle juste d'un est-ce que tu penses qu'il est fait pour, etc., surtout si la réponse est positive, je pense que le salarié lui-même ne serait pas contre le fait que je transmette cette information-là. Mais après, rentrer dans le détail de ce qui a été dit, ce qui a été fait dans le bilan de compétences, ce qu'il en ressort, non, j'ai vraiment pas le droit. Ouais, c'est bien. Ça préserve. Exactement. Le but, c'est que vraiment soit le bilan de compétences, c'est un espace où on peut se livrer et c'est un petit peu comme quand on va chez le médecin. Voilà, toutes les informations, elles restent dans le cabinet du médecin, elles en ressortent pas. Là, c'est pareil parce qu'on traite quand même des données qui peuvent être sensibles pour certains, notamment le salaire.
On parle aussi de la vie personnelle, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais le pro et le perso sont intimement liés. Donc tout ce qui est dit dans le bilan de compétences est absolument confidentiel. Là, on a pris l'exemple où c'était une suggestion de l'employeur. Et du coup, parce que du coup, la personne se dit, oh là là, s'il m'envoie faire un bilan de compétences, ça sent pas bon pour moi. Mais du coup, moi, si je vais aller faire un bilan de compétences de ma propre initiative, est-ce que j'en réfère à mon patron? Parce que du coup, il va se dire, oh là là, ça sent mauvais pour moi, il va se barrer. Effectivement. Alors, il faut savoir que légalement, il n'y a rien qui oblige un salarié à informer son employeur qu'il va suivre un bilan de compétences. À partir du moment où il trouve le temps de le faire sur son temps personnel, il n'est pas du tout tenu d'informer son employeur. Effectivement, si le but c'est de quitter l'entreprise par la suite, changer de métier, changer de secteur, je déconseille d'en informer l'employeur, parce que du coup ça pourrait un petit peu avorter le projet, on va dire. Si l'employeur se rend compte que vous avez un projet de reconversion, il pourrait peut-être vous pousser vers la sortie un peu plus tôt que prévu, et ça bousculerait un peu le plan d'action. Oh, tu disais quelque chose, il faut prévoir, si je prévois le temps sur mon temps libre, c'est quoi le temps? Comment ça se passe, un bilan de compétences? Alors, un bilan de compétences, c'est au total 24 heures. Alors, pas 24 heures consécutives, bien sûr. On découpe ceci en petites séances d'1 heure et demie, 2 heures, voire plus au besoin, selon le travail qui va être fait. Donc, ça peut s'étaler sur... Chacun le suit à son rythme. Je conseille quand même de ne pas être trop précipité, parce qu'il faut laisser le temps à la réflexion de mûrir entre chaque séance. Mais du coup, ça peut être découpé en 12 séances. Donc, a priori, ça pourrait être fait en 12 semaines ou beaucoup plus. D'accord. Concrètement, j'ai quoi à faire si demain je vais faire un bilan de compétences? Alors, tout simplement, il faut venir avec un petit minimum d'informations. Un CV, ça peut être pas mal. Ça me permet déjà en un coup d'œil d'en savoir un peu plus sur votre parcours. Sinon, en réalité, il faut surtout venir et profiter du temps en séance pour travailler, pour s'investir à fond. Et puis, il se peut qu'il y ait des petits devoirs à faire d'une séance à l'autre. Donc, les devoirs, ça peut être une enquête métier. Et si la personne le peut, si elle a le temps, ça peut être des stages, ça peut être des immersions. Mais bien sûr, il faut que la personne ait la disponibilité. Sinon, ça peut être simplement des interviews, des échanges avec des professionnels, des recherches. Voilà. Donc, ça demande un investissement, mais c'est quand même compatible avec une activité professionnelle. Nul besoin de s'arrêter de travailler pour suivre un bilan de compétences. D'accord. Quand tu dis des réunions, des petites réunions, oui, réunions d'information, des petites enquêtes métiers, tout ça, c'est compté dans les 24 heures, ou c'est un petit travail annexe qui se fait encore sur une notion de temps différente de ces 24 heures? Alors, il y en a certaines qui vont être faites dans le temps imparti prévu. Il se peut que ça dépasse un petit peu et que certaines choses soient à faire d'une séance à l'autre. Ça va dépendre de plusieurs paramètres. Déjà, le rythme, si la personne est pressée, parce que ça m'arrive beaucoup d'avoir des gens qui me disent « je suis pressée, j'en peux plus ». Vite, vite, vite. Donc là, forcément, ça va demander quand même plus d'investissement parce qu'on veut aller vite. Et ça va dépendre aussi du degré de changement. Oui. Si on cherche juste à passer de responsable à directeur, mais dans la même branche, il se peut que les enquêtes métiers soient quand même relativement plus faciles, plus rapides, que si on passe de électricien à diététicien, par exemple. Oui, ça je comprends. Voilà. Oui, c'est selon l'objectif, effectivement, entre guillemets, le champ d'action à observer n'est pas le même. Exactement. C'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, il y a autant de bilans de compétences que ce qu'il y a de consultants, et surtout autant de bilans de compétences que ce qu'il y a de bénéficiaires, parce qu'on commence toujours tous au même point, on termine tous au même point à la phase de conclusion, mais entre-temps, il peut se passer plein de choses, et ça dépend vraiment de la situation de la personne, de ses aspirations, de ses envies.
Voilà, il y a énormément de paramètres et de facteurs qui font qu'aucun bilan de compétences ne se ressemble. D'accord. Tout à l'heure, en préambule, tu nous disais qu'il y a des gens pour qui c'était merveilleux et puis d'autres pour qui c'était nul. Oui, Tu peux nous parler un peu de ça? exactement, oui. Alors j'ai beaucoup de gens qui m'approchent en me disant: «Oui, alors je fais un bilan, je vous contacte parce que, j'en peux plus de mon métier, je veux une nouvelle vie, il faut me trouver, quelque chose». Alors déjà, moi, je tiens à préciser que en tant que consultant en bilan de compétences, on ne vous trouve rien. Nous, on est surtout là, un peu à la manière d'un coach, on va dire, pour vous poser les bonnes questions, vous délivrer les outils, mais les réponses, c'est aux bénéficiaires de les trouver. On n'est pas là pour vous dire, tu dois faire ci, puis ensuite tu dois faire ça. Ah, tu as un profil comme ceci, tu dois faire tel métier. Non, c'est le bénéficiaire qui prend les décisions, qui met en place les actions pour arriver à ses objectifs. Donc, il faut pas penser que juste le fait de s'inscrire en bilan de compétences, de venir faire ces 2 heures toutes les 2-3 semaines, il va se passer quelque chose de magnifique. Non, il y a de l'investissement, il y a besoin d'être acteur. En fait, il faut vraiment que le bénéficiaire soit acteur et puis qu'il soit un peu réaliste aussi. Oui. Voilà, moi j'ai déjà eu des demandes un peu particulières de personnes qui souhaitaient changer de métier, mais garder les avantages qu'ils avaient pu acquérir dans le métier précédent parce que ils avaient 15 ans d'expérience. Et j'avais beau leur expliquer que si tu changes de métier, tu pourras pas garder typiquement le même salaire. Et ça leur paraissait un peu, ça les frustrait un peu parce qu'ils se disaient ah mais j'ai pas fait un bilan de compétences pour entendre ça. Mais le bilan de compétences, il n'est pas là pour vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. Il n'est pas là pour vous faire plaisir entre guillemets. On se doit aussi en tant que consultant, on a un devoir d'information. Et par exemple, si quelqu'un se dirige vers un secteur bouché, donc il y a très peu de demandes sur le marché de l'emploi, on se doit de le prévenir. On ne peut pas l'empêcher de suivre cette voie-là, puisqu'à la fin, il est quand même décisionnaire de ce qu'il va faire, mais on se doit de le prévenir. On ne peut pas lui dire oui, oui, t'inquiète, fais ça, c'est génial, ça va bien à ta personnalité, tu vas avoir une voiture de fonction, un super bon salaire et 10 semaines de congés payés par an. Non, on ne peut pas vous vendre du rêve, même si je vois que ça se fait un petit peu. Mais non, c'est pas le bilan de compétences, c'est pas un outil magique parce que tout simplement, c'est à la personne d'être impliquée et d'être acteur de ce changement et du changement qui veut voir opérer sur sa vie. Tout à l'heure, on parlait de plus ou moins de proximité entre les objectifs, entre la réalité qu'ils vivent et ce qu'ils visent. Mmh. Concrètement, dans ce que tu observes, dans ta pratique quotidienne, tu vois plus souvent des gens qui font des vrais 360, hein, genre esthéticienne, chirurgien, j'exagère un peu, mais chirurgien, esthéticienne, je veux dire, et ou alors, comme tu disais, euh, commercial et directeur commercial, par exemple. Honnêtement, je dirais que c'est peut-être à vue de nez comme ça, je dirais peut-être du 30-70%. On va dire 30% de reconversion vraiment 360 degrés et 70% de transformation, enfin d'évolution de carrière qui reste quand même dans la même veine, soit dans le même secteur, soit un métier qui va être proche. Donc c'est quand même, je trouve que les reconversions 360 degrés sont quand même plutôt bien représentées. Et j'observe notamment de la part de professions qu'on pourrait qualifier un petit peu d'intellectuelles, type ingénieur, etc. Une grosse envie de retourner à des métiers qu'on pourrait qualifier d'un peu plus simples. Quand je dis simple, c'est pas du tout péjoratif. C'est vraiment des métiers plus simples, parfois manuels aussi. Donc ça, c'est une tendance quand même que j'observe de ces gens qui disent ouais, j'ai un super métier, j'ai un très bon salaire, je suis dans une très grosse boîte, j'ai des avantages, j'ai un statut aussi qui s'y prête parce que voilà, ça c'est toujours classe de dire ah, moi je suis ingénieur en telle et telle chose. Et pour autant, en fait, ils ont plus goût à ce qu'ils font et ils ont envie de retourner vers quelque chose de plus concret, de plus vrai, où ils voient directement les résultats de leur travail typiquement dans l'artisanat. Ça, j'ai beaucoup de gens qui se réorientent dans l'artisanat après de
entre guillemets, belle carrière aux yeux de la société. Tu vois, nous, dans le cadre de notre activité, on accompagne des femmes auto-entrepreneurs, souvent entrepreneurs solopreneurs, et Mhm. on observe beaucoup de demandes. On a beaucoup de demandes de femmes cadres qui veulent, pour un manque de sens, pour un manque de reconnaissance, enfin, on ne rentre pas trop dans le détail, c'est pas le sujet du jour, mais qui, elles, veulent changer de vie. Mhm. Et du coup, moi, je trouve qu'il y en a énormément. Tu observes ça aussi ou c'est quelque chose, c'était tout le temps comme ça augmente, qu'est-ce que tu observes? J'observe aussi cette grande tendance donc de personnes, comme je disais, qui ont des métiers qui sont super classe sur le papier, qui du coup, oui, cherchent du sens à leur carrière et ça passe soit par retourner vers des métiers un peu plus manuels, un peu plus concrets, soit par souvent l'indépendance, l'envie d'indépendance, d'entreprendre par soi-même et du coup de pouvoir être aligné avec ses valeurs. Je pense que le Covid n'y est pas pour rien et je pense qu'en fait on est encore dans cette vague-là où les gens ont commencé à se dire mais en réalité à quoi je sers, pourquoi je fais ce métier-là et en fait ça crée des petits, enfin Des états de mal-être en vérité. exactement, des états de mal-être qui donnent envie aux gens de sortir un peu de cette routine qu'ils ont pris dans leur métier et de se réorienter vers autre chose. Et je pense que effectivement, dans l'entrepreneuriat, il y a de plus en plus de femmes qui s'y tournent. Peut-être parce qu'elles se sentent pas comprises dans le monde du travail. Alors, pas forcément dû à leurs conditions de femmes, mais peut-être un petit peu aussi. Oui. Et que du coup, il y a cette notion de liberté et que beaucoup sont prêtes à faire une croix sur des avantages et un très haut salaire pour pouvoir avoir une liberté et surtout être alignées avec leurs valeurs. Tu sais, moi ce que j'observe quand elle me parle, tu sais, on parle que, tu vis l'enfer, tu veux aller vers le paradis. Ce que j'observe avec elles, c'est qu'en vérité, elles veulent pas aller au paradis, elles veulent juste sortir de leur enfer. Et leur enfer, c'est très souvent des problèmes d'organisation interne, leur vie de famille, concilier vie de famille et vie professionnelle. Très souvent, j'ai ça comme motivation. Avoir du temps pour les enfants, tu vois. Exactement, Ça veut ouais. pas dire travailler moins. Ça veut dire mieux répartir le travail contraint par rapport à la vie de famille. Et ça, effectivement, le Covid a été un sacré déclencheur pour ça. Exactement, je suis d'accord et c'est pour ça que je pense que les entreprises globalement doivent accentuer tous les aspects flexibilité, donc avec les postes qui permettent bien sûr, donc il y a plusieurs solutions hein, pour être flexible, mais je pense que c'est vraiment une piste à explorer s'ils veulent pas que tous les talents se mettent à leur compte, Ouais, c'est ça. s'ils veulent garder des salariés et effectivement les femmes et toute la charge mentale qu'on connaît et qu'on attribue souvent à, au genre féminin, finalement préfèrent, comme tu le dis, pas forcément travailler moins, mais peut-être travailler mieux, comme elles le Mmh. sentent. Pourquoi pas réouvrir le PC de 22 heures à minuit pour finir ce qu'elles avaient à faire dans la journée, plutôt qu'être cantonnées à des horaires fixes, 9h, 19h, les réunions très tardives, etc. Aujourd'hui, on fait passer la vie de famille avant le travail. Et pas que la vie de famille aussi, parce que ça provient aussi parfois de femmes célibataires, sans enfants, par exemple, qui tout simplement ont envie d'avoir du temps pour elles, d'avoir moins de pression, de prendre du temps pour faire du sport, faire ce qu'elles ont envie de faire, etc. Et qui se sentent aujourd'hui empêchées en fait par le modèle de salariat dans lequel elles sont. Je dis pas Ouais. que c'est le cas hein, de tout le salariat, mais en tout cas à propos des cas dont tu me parles, souvent c'est ça, c'est se sentir un peu limité, un manque de flexibilité, voilà tout ça. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas de client type, hein. On est sur Mhm. tout azimut, tout type, homme, femme, peu importe les catégories socio-professionnelles. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que sont les déclencheurs pour aller faire un bilan de compétences? C'est comment? On t'en a parlé? C'est Pôle emploi qui te l'a dit? C'est ton chef qui te l'a dit? C'est toi qui as décidé? Comment c'est quoi un peu les déclencheurs? En général, alors ça peut être
Soit c'est le fruit de recherches personnelles, donc sur Internet, les gens cherchent un peu comment changer de métier ou comment évoluer, et puis ils tombent un peu sur des articles qui traitent du bilan de compétences et puis ils commencent à s'y intéresser. Et puis souvent, moi, c'est des recommandations d'amis ou de famille, de gens qui ont eux-mêmes suivi des bilans de compétences et qui, face au mal-être ou à la souffrance de leurs proches, leur disent va faire un bilan de compétences, ça t'aidera à remettre les choses dans l'ordre, à savoir un petit peu où t'en es, à prendre des décisions plus éclairées à propos de ta carrière. Donc c'est souvent un peu de la recommandation par la famille, les amis, le plus souvent. Quand on va faire un bilan de compétences, dis donc, on te dit tout. Tu as besoin de créer un lien de confiance. Comment tu t'y prends Exactement. comment tu fais pour que je te dise tout? Hé hé, alors effectivement, ça c'est un point très important et c'est ce que je dis donc dès le premier rendez-vous. Déjà, il faut savoir que pour un bilan de compétences, ce qu'on appelle la phase préliminaire, elle est sans engagement et gratuite. Donc le premier rendez-vous dans lequel on définit les objectifs, etc., il est gratuit et sans engagement. C'est pas parce que vous faites ce premier rendez-vous avec moi que vous serez dans l'obligation de finir le bilan de compétences avec moi. J'ai aussi l'obligation de recommander des confrères à la personne qui vient me voir pour ce rendez-vous préliminaire. Donc j'ai l'obligation de lui recommander des confrères pour qu'ils puissent justement tester et voir un petit peu avec qui il accroche le mieux, parce que on va pas se le cacher, il y a quand même une histoire un petit peu de feeling. Oui. Et comment on instaure cette confiance-là? Donc ça va être déjà par le fait que j'explique que je suis soumise à des obligations légales, parce que le bilan de compétences, c'est quand même cadré par la loi. Donc, comme je te le disais, je suis soumise à une obligation de confidentialité, de discrétion. Je mettrai même mon organisation et mon métier en péril si je ne les respectais pas. Donc ça, dès le début, je tiens à en informer les bénéficiaires. Et puis, je leur explique justement que voilà, il faut savoir que le bilan de compétences, certes, c'est professionnel, mais comme on le disait, le pro et le perso se rejoignent énormément. Donc forcément, on va aborder des questions personnelles. Et donc j'explique aux gens que voilà, il faut pas hésiter à se livrer. Ils sont pas obligés de tout me dire. Ils ont très bien le droit de me dire ça. J'ai pas envie d'y répondre, par exemple. Même si en général, quand je pose une question, c'est parce qu'elle a quand même son importance. Mais après, libre à eux d'y répondre ou pas. Et puis ça passe également par ce qu'on appelle un contrat moral d'engagement réciproque. C'est-à-dire que moi, en tant que consultante, je m'engage à respecter mes obligations de confidentialité, de discrétion, mes obligations de moyens. Et la personne en face, elle s'engage à être présente, à travailler, à faire ses recherches, à être motivée dans cette démarche. Donc c'est vraiment un contrat qu'on passe l'un envers l'autre. Et pour l'instant, on m'a toujours fait confiance et j'espère ne jamais avoir trahi la confiance de mes bénéficiaires. Oh tu dois le savoir, ça. Donc tu t'es tranquille. Oui. C'est pas un risque, ça, c'est contrôlé. Non, 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 vraiment. Voilà, je sais que je fais attention et même parfois dans le cadre de publications sur LinkedIn ou quoi, je raconte un petit peu dans les grandes lignes des histoires de certains de mes bénéficiaires. Bien sûr, je leur demande toujours l'autorisation avant, bien que je change quand même le prénom pour qu'on les identifie pas et que je donne très peu de détails. Mais du coup, voilà, je demande toujours autorisation. Si la personne ne veut pas, mais en général, les personnes n'ont pas de soucis puisque comme c'est anonymisé, ils sont tranquilles. Et puis, je fais en sorte de publier quand même avec un long décalage, histoire que personne ne remette les choses en perspective, c'est ça. Et sinon, au-delà de ça, non, je n'ai pas eu de réclamation. Quand je t'entends, mine de rien, il y a plein de petites choses qui sont très pro dans ce que tu dis, notamment comment on conduit un entretien, comment on pose un cadre. Tout ça, c'est quoi les compétences initiales qu'il faut maîtriser pour être consultant en bilan de compétences? Alors, pour être consultant en bilan de compétences, pour moi, je pense ce qui m'a aidé, ça a été quand même mon expérience dans le recrutement, parce qu'effectivement, on est un peu, alors c'est une démarche très différente, mais on est quand même sur de l'entretien. Donc là, qui peut être parfois, ce qui est un peu plus difficile, on va dire, dans le bilan de compétences, c'est que parfois, il faut être un peu plus directif, parfois, il faut être seulement dans l'écoute.
Mais je pense que ça m'a quand même beaucoup apporté d'avoir fait du recrutement. Et j'ai aussi, par ailleurs fait du recrutement dans des agences d'intérim. On a parfois un public un peu plus précaire, qui a besoin d'être un peu plus guidé sur les démarches, etc. Donc, je pense qu'en fait, il faut beaucoup de patience et de l'écoute active, un peu d'empathie, des connaissances sur le monde du travail, faire des recherches aussi, puisque je connais pas non plus tous les secteurs et tous les métiers de France et de Navarre. Donc, tout s'apprend, tout se développe. Mais je pense que vraiment, les plus grandes compétences, ça va être l'écoute active et vraiment l'empathie. D'accord. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui est en formation de formateur? Parce que moi, je me recale, c'est le podcast de la formation, hein. Mhm. Qui sera en formation de formateur et qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ou comment tu essaierais de l'orienter vers proposer ou travailler dans un service qui offre des bilans de compétences? Qu'est-ce que ce seraient tes principaux arguments pour lui donner envie? Le fait que justement, pour quelqu'un qui n'aime pas la routine, alors certes, le bilan de compétences est cadré, hein, il est défini par la loi, mais c'est vrai qu'au milieu, on a quand même une grande liberté sur la manière de réaliser le bilan de compétences, sur le public qu'on va recevoir, sur les personnes en tant qu'individus qu'on va rencontrer. Moi, c'est cet aspect-là qui me plaît, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de routine. Donc certes, je peux faire des bilans de compétences tous les jours, mais les projets changent, les individus changent, on passe du cadre supérieur à l'ouvrier, à l'employé. C'est vraiment quelque chose de divers. C'est aussi le sentiment d'aider, d'être utile. Alors, je sais que c'est un peu bateau parce que tous les métiers sont utiles, sinon ils n'existeraient pas. Mais c'est le sentiment de se dire j'ai peut-être pu légèrement contribuer à son épanouissement professionnel. C'est vraiment une grande satisfaction parce que souvent j'ai énormément de reconnaissance de gens même un an après qui continuent à me tenir informée de leur nouveau poste. Je suis passée d'un CDD à un CDI et moi c'est ce qui me plaît, c'est le fait de voir que j'ai passé 24 heures avec une personne et ça a peut-être un petit peu changé le cours de sa vie pour le mieux surtout. Et c'est vraiment ce que je trouve intéressant dans le bilan de compétences. Alors on pourrait peut-être dire pareil de la formation en réalité, mais voilà, le bilan de compétences, c'est quand même une démarche plus personnelle, individuelle, qu'on fait en tête-à-tête avec quelqu'un. C'est une posture entre le formateur et le coach. Voilà. Super. Dis-moi, si j'hésitais à aller faire un bilan de compétences, bon, Mhm. bien sûr, j'ai un projet du coup, parce que tout à l'heure, je suis venu sans projet, bon, j'ai vu. Non, là, du coup, j'ai un projet. Qu'est-ce que tu me dirais à moi j'envisage, mais tu sais, je sais pas trop. Enfin, en vérité, on m'a dit que ça serait bien, voilà, mais bon, qu'est-ce que tu me dirais pour me décider? Alors, je suis très mauvaise commerciale. Moi, je dirais que tout simplement, alors je ferai comme je fais à chaque premier pré-entretien, donc je présenterai un peu les objectifs du bilan de compétences, à quoi ça peut servir. Je te demanderai un petit peu où tu en es dans ta réflexion, au niveau de ton nouveau projet. Est-ce que tu as mis en place un plan d'action? Est-ce que c'est vraiment à l'état d'ébauche ou de vraiment de Je suis en petits action, quoi. Je suis en projets? train de le faire, quoi. Est-ce que tu es déjà en action? Si tu es déjà en action dans le projet, c'est que tu as sûrement déjà trouvé ta voie. Donc le bilan de compétences sera peut-être pas utile à ce moment-là. D'accord. Les prix, c'est toujours les mêmes ou ça varie d'une offre à l'autre? Alors les prix varient d'un consultant à l'autre. D'accord. Moi, j'ai qu'une seule offre qui est la même, donc c'est soit du présentiel, soit du distanciel en visio. Ouais. Maintenant, il y a des gros organismes qui font beaucoup de bilans de compétences en e-learning, sur Ah, lesquels je suis un peu plus dubitative parce que le e-learning pour la formation, j'y crois à fond, puisque justement, on est sur de la formation, on est sur acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences. Pour le bilan de compétences, je suis un peu plus ouais, peu c'est pas plus l'objectif, quoi. je suis un petit peu réfractaire, surtout que ces gros organismes-là vendent ces prestations en général au même prix.
Ah bah oui, tant qu'à qu'un faire, vrai, tant voilà, qu'à gagner de l'argent. c'est ça. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que si moi un jour je venais à proposer une formule un peu hybride, un peu e-learning, en autonomie, plus des rendez-vous en face à face, ça serait vraiment pour le proposer à prix cassé et que ce soit abordable à ceux qui justement n'ont pas les fonds sur le CPF, etc. Sinon, pour pour le vendre au même prix, je trouve pas ça super honnête. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre un accompagnement en visio à distance et un accompagnement en présentiel? Honnêtement, j'en vois peu. En fait, ça dépend beaucoup de l'engagement de la personne. C'est vrai qu'en visio, la personne peut être parfois un peu distraite par son environnement familial ou de travail selon le moment où elle suit le bilan de compétences. C'est vrai que j'ai quand même une petite préférence sur le bilan de compétences en direct, en live, parce que voilà, on est là, on partage un café, un thé, on coupe les téléphones et on met le chronomètre si besoin, si on est pressé, si la personne a quelque chose à faire derrière, pas de souci, on met un chronomètre et un minuteur. Mais voilà, au moins on est là à 100% et on échange et puis il y a aussi le non-verbal. Oui, Il y a aussi le non-verbal qui est un peu plus dur à interpréter en visio, ouais. dans le visio. C'est ça. Oui, t'as pas la posture du corps, tu vois le visage peut-être, mais C'est ça. Alors qu'en réel, on voit, voilà, face à quelqu'un qui a peut-être un peu du mal à se livrer, à étayer un peu ses propos, de par les réactions physiques et le non-verbal, on peut un peu plus aller creuser là où ça peut être pertinent d'aller creuser. tu peux avoir des indices, C'est ça, des exactement. signaux faibles, mais ils sont présents. Exactement, qui vont être un peu plus durs à appréhender du coup en visio. Quand je veux aller faire un bilan de compétences, tu parlais de CPF et tout ça, c'est finançable? Oui, le bilan de compétences est encore finançable par le CPF. Alors jusqu'à quand? Ça, je ne sais pas. Mais oui, c'est finançable par le CPF, c'est finançable par l'OPCO, tous les dispositifs possibles, on va dire. Pôle emploi aussi, enfin France Travail, pardon, finance aussi les bilans de compétences. On peut le financer aussi si on est indépendant avec les FAF, etc. Donc oui, c'est finançable. L'avantage du fait que ce soit finançable avec le CPF, c'est que au moins pour quelqu'un qui serait salarié, voilà, il n'a pas besoin d'informer le patron et puis il peut le faire comme ça en douce après le travail ou le samedi ou autre Ah, et ça permet un petit peu de ne rien demander à personne. Et puis il y a aussi cet effet je paye, alors même si c'est du CPF qui ne le sortent pas de leur poche, mais il y a un peu cet effet je paye donc je m'implique. ouais, ouais, c'est ça. Tu as dit quelque chose qui m'a interpellé le samedi. Qu'est-ce qui se passe le samedi? Il se peut que je reçoive le samedi. Parfois, il m'arrive de recevoir le samedi pour les gens qui ont des semaines super chargées et qui ont du mal à se dégager du temps en semaine. Du coup, je me tiens disponible le samedi pour les entretiens. Oh, c'est très bien, tu es très disponible, c'est super. J'essaye comme je peux de l'être avec mes bénéficiaires parce que c'est aussi une phase où ils peuvent subir des doutes un petit peu, avoir des moments un peu de stress, de panique aux changements qu'ils peuvent envisager. Donc j'essaie de me tenir disponible comme je peux pour répondre au téléphone, aux mails, aux SMS, essayer un peu de les détendre au besoin parce qu'il se peut que Ouais, arrivé vers la fin, certains paniquent un petit peu et se disent ouh là là, je sais plus, je sais pas. Donc voilà, on essaie de recentrer un peu, de recadrer et voilà. c'est vrai qu'après, si la conclusion c'est vous serez boucher charpentier, monsieur, ça fait frémir quand même. Je suis d'accord. Après, c'est pas impossible. On a bien ce nouveau phénomène de ce qu'on appelle les slashers. Ah oui, Donc pourquoi pas boucher charpentier, couper du bois, de la viande, ça le fait. Hein. Mais oui, parfois il arrive que j'ai des personnes, pour rebondir sur ça, des personnes
ne trouvent plus trop de sens justement à leur métier, voudraient tester autre chose et par sécurité vont le faire en parallèle de leur activité actuelle. Ils vont garder le métier parce que, comme je te le disais, c'est eux qui définissent vraiment leurs contraintes. Moi, je vais pas leur dire c'est bon, arrête tout, pose ta démission, tente, fais. Non, je suis là aussi pour prendre en compte les contraintes. Et les contraintes, c'est pour tout le monde, c'est les enfants à nourrir, le crédit de la maison à payer, l'essence à mettre dans la voiture. Donc oui, on réfléchit aussi à un plan qui va être construit. Donc soit on bifurque d'une activité à l'autre tout doucement, soit certains se contentent de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont garder leur job principal parce que même s'ils y trouvent pas de sens, ils s'y trouvent quand même plutôt sécurité. Voilà, une sécurité. Puis il y a aussi le côté social. Ils ont une bonne équipe. Alors bon, le métier les passionne pas, mais en même temps, c'est quand même plutôt sympa d'aller au boulot. Et puis ils vont assouvir leur passion, leur aspiration avec une autre activité qu'ils vont faire en parallèle le week-end ou le soir. Et certains vont continuer comme ça pendant des années et ça leur conviendra très très bien du coup d'être slasher et d'avoir ces deux métiers en parallèle, ces deux activités en parallèle. Oui, et puis ils peuvent avoir le statut d'entreprise individuelle qui leur permet de faire totalement les deux sans aucune difficulté. Hein. Exactement. On peut être auto-entrepreneur et salarié, il n'y a aucun souci avec ça. Exactement. Donc ça peut être, c'est une solution qui est de plus en plus populaire, soit comme je te le disais pour changer petit à petit, donc pour attraper une nouvelle branche sans lâcher la précédente. Un petit switch. Voilà, c'est ça. Soit vraiment pour du long terme, c'est-à-dire qu'il y a des gens, tout comme certaines personnes ont des passions. Et au final, ils vont pas ressentir le besoin d'en faire leur métier, donc ils assouviront cette passion dans leur temps perso. Ben là, c'est un peu pareil, ils vont assouvir leur passion, leur aspiration, leur envie de sens dans leur deuxième activité, qui souvent va être faite du coup en auto-entreprise, par exemple, ou parfois par le biais de d'associations, où il y a plein de choses. D'associatifs ou de contrats de travail à temps partiel, par exemple. Et ils vont continuer leur activité principale parce que, comme je te disais, il y a la sécurité financière, il y a le fait de bien s'entendre avec les collègues, je suis pas très loin de la maison, il y a tous ces avantages-là qui font que, bon, au final, je suis pas passionnée par ce que je fais, mais ça va. Et donc, parfois, ça peut être la solution, c'est de prendre cette deuxième activité. Comment ils font pour te trouver, les gens ? Comment ils font pour me trouver souvent sur LinkedIn ou par recommandation d'anciens bénéficiaires. Ça m'est arrivé d'avoir l'époux et puis ensuite l'épouse. Donc sympa. Donc recommandation LinkedIn ou sinon sur mon site internet. Ah bah très bien. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose pour conclure sur ce magnifique moment qu'on vient de vivre ? Alors, pour conclure, je vous dirais que le bilan de compétences est vraiment un outil génial il faut pas le catégoriser. Il y a autant de bilans de compétences que de consultants, comme je vous l'ai déjà dit. C'est pas forcément lié à une reconversion à 360 degrés. Et vous pouvez faire plusieurs bilans de compétences dans votre vie. C'est pas parce que vous partez avec un résultat aujourd'hui en 2024 que ce résultat-là sera toujours valable en 2035. Les carrières sont faites pour évoluer, surtout de nos jours. Et le bilan de compétences, en fait, justement, vous aide à évoluer tout au long de votre vie, tout au long de votre carrière. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui des travailleurs et des salariés qui sachent se renouveler et qui sachent innover et sans cesse développer de nouvelles compétences. Eh ben écoute, je te remercie de nous avoir partagé tout ça. Je vais partager ton site web et ton LinkedIn de manière à ce que les gens puissent te contacter, que ce soit des gens qui veulent faire des bilans de compétences ou que ce soit peut-être des jeunes formateurs ou formatrices qui aimeraient s'entretenir avec toi et parler un petit peu plus en profondeur de cette hypothèse de métier, de cette possibilité. Écoute, je te remercie Carla, c'était super d'échanger avec toi. Je te souhaite plein de bonnes choses et puis écoute, si des fois j'ai besoin d'un bilan de compétences, je sais à qui m'adresser. Super, merci beaucoup Laurent, je te remercie aussi pour ce moment et effectivement si des formateurs ou d'autres personnes ont des questions sur ce métier-là, c'est avec plaisir que je leur répondrai parce que c'est une activité qui est tout à fait compatible avec la formation, donc je me tiens à disposition au besoin.
Merci Carla une fois de plus. Merci à nos auditeurs de nous être fidèles et puis d'avoir écouté cet épisode. Puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.